Questions actuelles. Questions actuelles. Le débat politique, économique et social sur CAP FM. Auditrices, auditeurs de CAP FM, bonsoir. Le parti Les Démocrates fait parler de lui. Présent à l'hémicycle avec 28 députés, le parti participe à l'animation de la vie politique nationale. Il y a de cela quelques jours, une délégation conduite par son président, Dr Boniaï, était reçue par le chef de l'État, Patrice Talon. Des commentaires s'en suivent. Dans Questions actuelles de ce jour, nous recevons l'honorable Dr Guy Dossou Mitokwe. Dr Guy Dossou Mitokwe est secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, mais bien avant, il a été député 7e législature. La mise en onde est assurée par Serge Yvon Kenha. Réalisation et animation, Lucien Dossou. Jérôme Carlos, notre guide intellectuel depuis son observatoire, nous conduit jusqu'au bout. Fatiwa Hoyon assure la partie technique. Mesdames, Messieurs, de nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Docteur Guy Mitokwe, l'honorable, bonsoir et bienvenue sur cette émission Questions actuelles. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je voudrais saluer les auditeurs et auditrices de CAP FM et saluer toute l'équipe qui vous accompagne. Nous sommes heureux de vous accueillir sur cette émission Questions actuelles. Mais docteur Guy Mitokwe, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé encore à aller au doctorat? Parce que, oui, vous étiez député à l'Assemblée nationale et du coup, cette année, je crois, vous êtes devenu docteur. Encore étudier. Pourquoi cette envie d'aller encore plus loin dans les études? Merci beaucoup. D'abord, il faut dire que, comme on le dit, chez nous, on finit de grandir, mais on ne finit jamais d'apprendre. Voilà, nos anciens l'ont dit avec leur sagesse. Il faut aussi reconnaître que l'envie, pour moi, de continuer à étudier est venue après 2019. Parce que, vous savez, en 2019, notre pays a connu une situation bien particulière, à laquelle on n'était pas d'ailleurs habitué. En 2019, on a connu un régime qui a décidé d'une manière unilatérale d'écarter tous les autres partis. Et donc moi, je faisais partie des députés qui ont représenté l'opposition au niveau du Parlement. Et donc en 2019, on s'est vu exclu. Et donc je me suis dit, mais si je suis exclu alors que j'avais déjà pris mes dispositions pour la campagne électorale, pourquoi ne pas reconvertir cette énergie en autre chose? Et comme je caricature cela souvent, je dis, mais on m'a jeté des pierres, à moi de savoir ce que je ferai avec les pierres qu'on m'a jetées. Soit je décide de construire un mur, ou soit je décide de construire un pont. Et moi, j'ai décidé de construire un pont en allant étudier. Donc, c'était après cette exclusion que j'ai pris la décision de poursuivre mes études. Et la conclusion serait très simple, à quelque chose malheur est bon, dira-t-on. On peut le dire ainsi. Et vous êtes docteur dans quelle spécialité? Bon, j'ai travaillé pendant 3 ans et je suis de la Basse-Vallée de Lomé. Je crois que vous êtes de la Basse-Vallée. Tout à fait. Voilà, vous êtes de la Basse-Vallée de Lomé. Donc, j'ai travaillé sur la Basse-Vallée de Lomé. Et comme je l'ai dit à travers mon travail, administrativement, la Basse-Vallée est composée de 4 communes. C'est-à-dire la commune d'Adjoun, la commune de Bonou, la commune de Dangbo et la commune des Agégués. Mais géographiquement, la Basse-Vallée de Lomé est composée de 5 communes, à savoir la commune de Soava qui est déjà dans l'Atlantique, dans le département de l'Atlantique, et ensuite les 4 autres communes que je viens de citer. Et donc j'ai travaillé sur ces 5 communes et mon travail a consisté à mettre en exergue le potentiel touristique et le potentiel agroécologique de ces 5 communes, parce que le professeur Guy, je crois en début des années 2000, avait dit que nous sommes cette Basse-Vallée est la 2e la plus riche du continent africain. Donc mon travail est allé un peu dans ce sens, dans le sens de révéler, pour emprunter l'expression des autres, de révéler le potentiel agroécologique et touristique de cette Basse-Vallée. Et le travail a montré comme résultat que c'est une Basse-Vallée extrêmement riche en potentiel agroécologique. Et sur le plan touristique, à part la cité lacustre de Ganvier, on a la cité lacustre des Agégués, qu'on peut aussi remettre, qu'on peut valoriser. On a aussi d'autres sites touristiques
de cette basse vallée qui sont à foison, comme les sources d'eau thermales de Bonou et de Khetin Sota à Dangbo qui sont pas valorisées comme il se doit. Nous avons aussi les forêts classées, les forêts sacrées. Nous avons aussi des sites historiques comme la tombe du commandant Foras. On a aussi des palais. On a aussi, à travers ce travail, démontré que la basse vallée de Lomé a connu pas mal de royaumes. Alors quel bonheur pour les fils de la vallée, dira-t-on simplement, lorsque un mari qui quitte les collines vient valoriser la basse vallée à travers ses réflexions. À quand le tour des collines? Pourquoi pas? Non, je crois d'abord que c'est d'abord le Bénin. Oui, tout à fait. Voilà, c'est d'abord le Bénin qu'il faut essayer de comprendre. Dieu nous a donné un magnifique pays, Dieu nous a donné un très beau pays, et rempli de potentialités, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Donc nous avons franchement un magnifique pays. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je me suis aussi engagé en politique, que nous puissions valoriser ce pays, que nous ne puissions pas mettre sous boisseau tout le potentiel de ce pays, et que nous ne puissions pas travailler à ternir l'image de ce pays. Et donc nous sommes dans cette disposition. Qu'un fils de Savalou s'intéresse aux richesses de la basse vallée de Lomé, il faut comprendre que il s'agit du Bénin, c'est le Bénin qui nous réunit. Et de l'autre côté, je vous dirais aussi que ma belle famille, du côté maternel, c'est-à-dire la mère de mon épouse, est d'Adjoum et de la basse vallée de Lomé. Donc je suis aussi quelque part de la basse vallée de Lomé, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit du Bénin. Vous êtes béninois, tout court, dira-t-on simplement. Oui. Honorable Guy Dossou Mitokwe, dites-nous, eh bien, vous avez décidé de faire le combat pour le Bénin. Et le Bénin, c'est ce pays qui vous intéresse, pas au-delà du Bénin. Et vous êtes au niveau du parti Les Démocrates. C'est un parti de l'opposition. Et bien sûr, beaucoup de jeunes disent, un jeune ne fait pas l'opposition. Qu'en dites-vous? J'ai toujours trouvé cette assertion malheureuse. Permettez que je le dise ainsi, c'est une assertion malheureuse. Parce que un jeune, quand on dit un jeune ne fait pas l'opposition, qu'est-ce qu'on voudrait dire? Est-ce qu'on voudrait rattacher la facilité aux jeunes? Est-ce qu'on voudrait dire que quand on est dans la fleur de son âge, quand on est au mieux de sa forme et dans la plénitude de ses énergies, on doit seulement aller que sur le chemin de l'opportunisme ou bien aller vers la facilité? Non. J'ai toujours, quand j'étais étudiant, souvenez-vous que j'ai été premier vice-président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Ensuite, j'ai été président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Et donc, pratiquement toute ma vie, je n'ai fait que militer. Et j'ai dit, le militantisme, l'activisme en politique comme dans les associations doit pouvoir se rabattre sur un idéal. Quand on dit un jeune ne doit pas faire l'opposition, pour moi, c'est trop global et c'est même à la limite réducteur pour les jeunes. Un jeune qui s'engage doit avoir un idéal. Un jeune qui s'engage doit avoir, je dirais, un objectif propre, un objectif bien limpide et un objectif qui rentre dans le sens de l'intérêt général poursuivi. Quand on rentre en politique, c'est parce qu'en amont, sûrement, on a constaté qu'il y a des choses qu'on pourrait changer. J'ai la compétence, j'ai le potentiel pour apporter un changement dans la manière de gérer la chose publique dans mon pays. Que ce soit dans un gouvernement, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au sein d'une mairie, que ce soit même à l'opposition. Que je puisse faire des propositions constructives. Je l'ai toujours dit, les citoyens d'un pays ne doivent jamais travailler contre leur pays. Parce que quand vous êtes enfant, M. Dossou, vous êtes né sûrement, il y avait un système de santé qui existait. Il y avait un système éducatif qui existait. Il y avait un marché qui existait pour qu'on puisse approvisionner. Et donc, tout ça en amont, quand tout ça est mis en exergue, il faudrait comprendre que c'est des décisions qui sont prises par des hommes. Si ces hommes sont égoïstes, si ces hommes ne sont pas patriotes, le peuple le ressent directement. Et donc, l'acteur public a une sorte de sacerdoce. Un acteur public, c'est quelqu'un qui dit « Je viens pour donner de mon temps, je viens pour donner de mon énergie, je viens pour donner de ma compétence. » C'est un sacrifice, c'est pour ça que je parle de sacerdoce. Et donc, un jeune qui s'engage en politique ne peut pas aller seulement vers le chemin de la facilité. Il vient pour apporter quelque chose. Et je vous prends un exemple très simple. En 2015-2016, j'ai appartenu à une équipe qui a travaillé pour un candidat, le président Patrice Talon. Nous avons travaillé pour ce candidat afin qu'il puisse gagner l'élection. Et lorsque il a gagné l'élection,
nous nous sommes rendus compte que un certain nombre de choses que nous recherchons qui entrent dans le cadre de l'intérêt général, de l'intérêt du peuple, nous n'étions pas en train de constater ces choses. Nous avons aussi remarqué que la pratique, un certain nombre de pratiques ne rencontraient pas notre approbation sur la question, sur l'image, sur la conception que nous avons de la démocratie. Alors on a décidé de prendre nos distances. Et là, vous étiez au parti Restaurer l'Espoir. J'étais avec le parti Restaurer l'Espoir. Et comprenez ce que je dis maintenant, ça fait entre 7 et 8 ans en arrière. J'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui. Je continue d'être jeune, mais j'étais encore bien plus jeune. Cela voudrait dire que c'est la recherche d'un idéal. Parce que quand on n'est plus d'accord, c'est ce qu'on m'a appris, quand on n'est plus d'accord, on dit non. Mais est-ce que quand ça ne rencontre plus mon approbation, quand ça ne rencontre plus la conception, la pensée que j'ai de mon idéal, est-ce que parce que je vais perdre des avantages, je dois forcément rester là? C'est se fouvoyer, c'est se dédier, c'est se fouvoyer, ce n'est plus se reconnaître. Et donc quand on dit un jeune ne doit pas faire l'opposition, pour me résumer, c'est insultant, c'est réducteur pour la jeunesse. Cela voudrait dire que ce soit parce que vous l'approuvez ou que ce soit parce que vous désapprouvez, vous devez pouvoir rester parce qu'il y a à manger et à boire. C'est réducteur. Voilà. Quand on n'est plus d'accord, même s'il y a à manger et à boire, on suit son idéal parce qu'on a envie d'apporter quelque chose à son peuple. Voilà, vous apportez quelque chose à la nation à travers votre engagement dans le parti politique Les Démocrates. Et quel est l'état de santé de ce parti aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire que le parti Les Démocrates se porte à merveille. Le parti Les Démocrates se porte très bien. Vous savez, ce parti est né dans la difficulté, ce parti est né dans les épreuves. Et quand on est dans la difficulté, comme le parti Les Démocrates, on est avec les dents. Et donc ce parti, il est né à des moments très difficiles, il est né après une exclusion, et donc ses responsables aujourd'hui, ses militants sont à la quête de cet idéal pour notre pays. Nous devons pouvoir retrouver notre bonheur dans le temps. Nous devons pouvoir retrouver ce bénin de plus de justice. Nous devons pouvoir retrouver ce bénin de plus d'équité. Nous devons pouvoir retrouver ce bénin où nos élections constituaient des moments de fête, des moments de bonheur. Et donc nous avons perdu tous ces acquis, et c'est même très évocateur le nom de notre parti. C'est le parti Les Démocrates. Parce que nous estimons que aucun développement ne peut être durable si ses fondations, ses fondements ne se rabattent pas sur la démocratie. Parce que vous allez beau faire évoluer un pays, vous allez faire beau développer un pays, mais quand le leader charismatique s'en ira, ce serait après moi le déluge. Regardez aujourd'hui, certains pays, ces pays sont bel et bien souverains, mais vous allez permettre que je puisse les citer en guise d'exemple. Regardez l'Irak de Saddam Hussein. C'était un pays très développé dans la sous-région moyen-orientale, je vais dire. Regardez la Libye en Afrique du Nord. C'était un pays très bien développé. Mais après Saddam Hussein, après le colonel Muammar Kadhafi, mais après eux c'est le déluge. Nous ne voulons pas ça. Et je peux encore continuer de citer des exemples. Ce qui est bon, ce qui est recommandé, c'est que le leader puisse être un démocrate. C'est que le président, le premier responsable du pays puisse être un démocrate. Et quand il s'en ira, les institutions fortes conserveront l'élan. Les institutions fortes préserveront l'acquis démocratique. Parce que quand l'acquis démocratique n'est pas préservé et n'est pas entretenu, tout développement peut être remis en cause. Et donc pour nous, quel que soit le niveau auquel on positionnera notre pays, cela doit se faire dans un logiciel complètement entouré de la démocratie. Alors, que deviennent les recommandations de votre parti, les recommandations de Parakou après le Congrès? Merci. Il y en a eu, certainement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Après notre merveilleux congrès des 14 et 15 octobre 2023 à Parakou, effectivement, nous avons fait des recommandations à la fin de ce congrès. Et il y avait des recommandations, par exemple, sur l'ouverture de la frontière avec le Niger. Nous avons remarqué, par exemple, qu'à ce niveau, il n'y a pas d'évolution. Et c'est très triste pour notre pays. Parce qu'on ne peut pas être, je l'ai dit, un peu plus haut ailleurs. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Mais pensez-vous que le Bénin peut prendre l'initiative au-delà de la CEDEAO à laquelle il appartient? Quelle que soit la communauté dans laquelle nous sommes, nous demeurons un pays souverain.
Nous ne sommes pas plus communautaristes que certains pays tels que l'Allemagne, la France et puis bien d'autres pays européens. D'ailleurs, beaucoup de nos pratiques sont copiées de leurs pratiques. Mais regardez bien la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a eu, je dirais, une foison de mesures prises contre les Russes, mais ça n'a pas empêché certains pays de l'Europe de continuer à s'approvisionner en gaz et en pétrole russe. Parce que c'est d'abord l'intérêt supérieur du pays. Malgré qu'ils ont déclenché une fatwa de mesures sur la Russie, certains pays européens ont contourné alors qu'ils sont eux-mêmes membres. Donc le Bénin aurait dû faire ça, selon le parti Les Démocrates. Je crois qu'on a été un peu plus royaliste que le roi. On est allé trop tôt sur nos grands chevaux face à la question du Niger. Je continue de croire qu'on ne devait pas exacerber la tension entre le Bénin et le Niger. Parce que Dieu, je le disais tout à l'heure en parlant du potentiel naturel que le Seigneur nous a donné, Dieu aime si tant ce pays. Nous avons non seulement notre frontière avec le Burkina Faso, mais nous avons aussi notre frontière avec le Niger. Mais regardez, il y a un pays voisin, et pas loin de nous, qui est notre pays voisin, qui n'a pas de frontière avec le Niger, mais qui aujourd'hui est en train de jouer d'une manière, je dirais, politiquement correcte et d'une manière diplomatiquement extraordinaire avec la question du Niger. Mais pourtant, ce pays dont je parle, ce pays fait partie de l'UEMOA, ce pays fait partie de la CEDEAO, ce pays n'a pas de frontière avec le Niger. Donc ce pays fait tellement d'efforts pour pouvoir améliorer sa relation avec le Niger. Nous ne devons pas constater cette détériorisation du climat et enfoncer le clou dans notre relation diplomatique ou bien politique avec le Niger. Je crois qu'il est temps que notre pays puisse complètement ramener le ballon à terre, entrer dans des discussions urgentes avec le Niger, avec les autorités au niveau du Niger, et essayer de décanter cette situation. Il y a d'autres recommandations. Oui, il y avait eu la question du soja. Et vous avez vu, comme nous l'avions dit au cours de l'une de nos dernières sorties médiatiques, on avait en amont déjà parlé de la question des producteurs agricoles, et plus spécifiquement de la question du soja qui passionne vraiment les débats. À ce niveau, je crois que le gouvernement a essayé de faire bouger un peu les lignes et pour que nos sojaculteurs puissent souffler un peu. Il y a eu aussi d'autres recommandations. Donc, en gros, je dirais que notre congrès a été très avisé, a pris des recommandations et des résolutions aussi dans des domaines qui sont vraiment des domaines d'actualité et qui sont des domaines qui concernent, je dirais, l'intérêt supérieur de notre pays. Nous avions vu il y a quelques jours une délégation conduite par le président du parti Les Démocrates, Dr Boniaï, à la présidence de la République en face du chef de l'État, Patrice Talon. L'ambiance était républicaine. C'est certainement cette lecture que vous en faites, vous aussi. La rencontre de la délégation du parti Les Démocrates avec le président de la République, en soi, est une bonne chose. C'est-à-dire le fait que le régime actuel soit dans la disposition de discuter avec le parti le plus important de l'opposition dans notre pays aujourd'hui est une très bonne chose qu'il faut saluer parce que je l'ai dit partout où nous sommes passés que nous sommes demandeurs du dialogue. Nous sommes demandeurs du dialogue. Au niveau du parti Les Démocrates, nous ne manquerons jamais de le préciser toutes les fois que de besoin. Mais le traitement qui a été fait de cette rencontre est triste. Qu'est-ce qui s'est passé et qui rend triste, est malheureux et pitoyable. Vous savez, le traitement qui a été fait de cette rencontre par le régime en place est une pure manipulation. C'est vraiment dommage parce que moi j'ai cru que on avait déjà assisté à ça, à un tel traitement en 2019, lorsque le 25 février 2019, alors que les débats étaient très passionnels concernant l'organisation de l'élection législative de 2019 où le régime avait pris ses dispositions pour exclure toute l'opposition, on avait mené la démarche de dialogue avec le régime et le régime nous avait reçus. Et à cette rencontre, le régime avait déjà pris ses dispositions pour manipuler le compte-rendu et pour livrer l'opposition. On a cru que le régime avait changé sa manière de voir les choses parce que on ne peut pas chercher à être manipulateur et à manipuler à tout moment ou à tout vent.
je précise que lorsque cette invitation de la part du régime a été adressée au parti Les Démocrates, nous n'avons pas refusé. Mais nous n'étions pas demandeurs d'une rencontre avec le chef de l'État. Nous avons saisi les organisations internationales, nous avons saisi certains gouvernements qui sont des partenaires bilatéraux ou des partenaires multilatéraux qui aident le Bénin depuis des décennies, mais nous n'avions pas saisi le chef de l'État. Alors, le chef de l'État, à son tour, décide de rencontrer les responsables du parti Les Démocrates. Nous avons accepté la rencontre, mais je le disais tout à l'heure, le traitement qui a été fait de cette rencontre est malheureux, et je le précise. Le premier élément qui fait de cette rencontre une rencontre malheureuse, c'est que la rencontre a duré 4 heures de temps. Mais le traitement, l'enregistrement fait des 4 heures de discussion n'a pas été mis à la disposition de l'opposition. Puisque nous avons fait déplacer une équipe de communication, une équipe de presse. Et arrivé au niveau de la présidence de la République, on nous a refusé l'entrée dans la salle par notre équipe de presse. Sous le prétexte qu'il y a déjà des caméras dans la salle. Ça, c'est à moi que cela a été dit, responsable de la communication. Ceux qui devaient entrer n'ont pas eu cette information. Et quand ils ont fait leur entrée, je crois qu'en plein débat, à un moment donné, le président Yahi aurait posé la question de savoir qu'est-ce qui est devant moi qui bouge à des moments donnés. Je n'étais pas dans la salle, c'est le compte rendu que j'ai reçu. Il aurait été dit au président Yahi Boni que ce sont des caméras, mais que ces caméras ont été désactivées. Cela voudrait dire que c'est une discussion mais si c'était une discussion et qu'il n'y avait pas un esprit malicieux derrière, la première des choses, c'est que l'enregistrement des 4 heures on devait remettre l'enregistrement des 4 heures à l'équipe de communication du Parti Les Démocrates, afin que l'équipe de communication du Parti Les Démocrates puisse à son tour faire son reportage. Donc, la rencontre a duré un peu plus de 4 heures. Le reportage fait par l'équipe de la présidence, c'est un reportage de 1h55 minutes. Mais de 1h55 minutes pendant lesquelles on a vu un président de la République dans une posture de prophète face à ses étudiants. Je ne crois pas que ce soit ça, ce qui s'était passé à l'intérieur. Et vous allez remarquer avec moi que le reportage de 1h55 minutes qui a été fait, à peine dans leur reportage, dans leur montage, à peine l'équipe constituée par la délégation des démocrates a eu la parole à peine 15 à 20 minutes. Donc, ils ont fait un montage qui a donné pendant plus d'1h30 minutes la parole au président de la République, qui a sermonné, qui a redressé. Et à ce propos, je voudrais dire quelque chose. Je crois que quand on est président de la République, on n'ose pas le ton comme un syndicaliste. Parce que même dans leur reportage, le président de la République était dans la posture d'un syndicaliste. Je crois que quand on est le premier responsable du pays, on ne parle pas comme un syndicaliste. Il s'est mis au-dessus de la République. Il s'est dit qu'il n'est plus président de la République. En tout cas, c'est la République qui compte pour lui, c'est ce qu'il dit. Non, dans le reportage qu'ils nous ont présenté, je parle même, d'abord, c'est un manquement qui ne nous donne pas l'enregistrement des 4 heures afin que nous aussi on puisse mais c'est des réalités qui ont été... Non, je précise. Qui ont été quand même exposées. Non. À moi qui suis de l'équipe de communication, ils nous ont dit que notre équipe ne pouvait pas rentrer. Et j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'on peut avoir l'entièreté de l'enregistrement à la fin? Ils nous ont dit qu'on aura le long play. Mais le long play, ça veut dire, c'est leur montage. L'équipe de la régie peut comprendre un peu ce langage. Le long play, c'est leur montage, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui a été enregistré pendant 4 heures. Ils vont couper des choses, ils vont enlever des choses, ils vont réparer des choses et ils vont présenter cela. C'est ça ce qu'ils ont fait pendant 1h55 minutes. Et je disais que dans ce qu'ils ont fait pendant 1h55 minutes, on a vu le président de la République prendre la parole pendant plus d'1h30. Alors que la délégation en présence de lui a parlé à peine 15 à 20 minutes, tous réunis. Et ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, même dans ce qu'ils ont monté, l'équipe de communication de la présidence a mal manœuvré. Parce que l'équipe de communication de la présidence a présenté le chef de l'État comme un syndicaliste dans ce qu'ils ont monté. Parce que un chef de l'État qui va jusqu'à dire, vous êtes qui? Vous êtes qui? Bon,
c'est la posture des syndicalistes. Quand on est le premier responsable du pays et qu'on est le patron de l'exécutif, je pense qu'il y a un minimum de posture, voilà, de prestance. Lorsque la République est menacée, il faut hausser le ton. C'est certainement. En quoi la République est menacée? Parce que vous auriez peut-être... En rien, la République... Je viens. Quand vous dites la République est menacée, la République n'est pas menacée par notre fait. La République est menacée si je dois... Il y avait un complot en gestation peut-être, en négociation. Si la République est menacée en empruntant votre thème, ce n'est pas de notre fait. Si la République est menacée, c'est de leur fait, c'est de leur pratique. Parce que en procédant à l'exclusion, à tous les niveaux, en procédant à l'accaparement des institutions à pas de charge, à tous les niveaux, vous voyez, l'installation de la Cour constitutionnelle dans ces conditions, l'installation du Conseil électoral, la Sénat dans ces conditions, l'installation, la manipulation des institutions, on peut revenir là-dessus. Donc tous ces éléments, c'est pas nous qui le pratiquons. Mais le discours du chef de l'État était beaucoup plus explicatif. En disant quoi? Eh bien, par rapport à la démarche du parti Les Démocrates qui aurait souhaité une combine avec le président de la République sur le dos du peuple. Vous savez, une fois de plus, l'équipe de communication de la présidence a montré ses limites et ses failles. Parce que en voulant livrer la délégation du parti Les Démocrates, mais ils se sont livrés. Parce que la posture dans laquelle ils ont présenté la délégation du parti les démocrates à travers je dirais la proposition du premier vice-président l'honorable Eric Mundete, mais ils se sont livrés. Ils se sont livrés parce que premièrement, ça c'est ce qu'il faut d'abord retenir, premièrement, ils ont présenté le président de la République dans une posture où il était hors de lui. Où il était hors de lui. J'ai dit c'est une posture de syndicalisme. Ce n'est pas bon. La deuxième des choses qu'il faudrait retenir, c'est que la proposition du premier vice-président du parti Les Démocrates, l'honorable Eric Mundete, premièrement, il faut comprendre que nous étions dans une démarche de négociation politique, de recherche de consensus, parce que ils pratiquent eux-mêmes, ils ont cette pratique eux-mêmes, mais pas dans un cadre consensuel. Ils pratiquent ce que le président Eric a dit, ils le pratiquent depuis 8 ans, mais pas dans un cadre de consensus. Et nous leur disons, cette pratique qu'ils savent faire, mais si on le faisait dans un cadre de consensus où tout le monde se retrouve, ça va aider la République parce que c'est leur pratique depuis 8 ans. Vous savez, le président du parti UP Le Renouveau, il était le président de la Cour constitutionnelle, l'une des institutions les plus prestigieuses de notre pays. Mais après concertation entre eux, ils l'ont fait démissionner. Donc la question de faire démissionner là, c'est pas nouveau avec ce régime. Ils l'ont fait démissionner pour qu'ils prennent la tête de quoi? Mais ils n'ont pas fait remplacer. Permettez que je continue. Ils l'ont fait démissionner pour qu'ils prennent la tête d'un des partis les plus importants de la mouvance présidentielle. Donc c'est pas une pratique qu'ils ne connaissent pas. Quand vous prenez au niveau même comment on appelle, de la Cour constitutionnelle elle-même, monsieur le magistrat Nicolas Assoba, il était premièrement au niveau de la Sénat. On l'a fait démissionner de la Sénat et on l'a fait conduire à la Cour constitutionnelle. Donc c'est pas des pratiques nouvelles pour ce régime, mais ce régime a l'habitude de le faire pas dans un cadre de consensus. Et nous disons, puisque nous sommes à la recherche de consensus, c'est même pour cela que nous demandons le dialogue avec les autres partis, avec les autres forces. Pas une conférence nationale bis. Nous savons qu'ils n'ont pas envie d'en entendre parler. Mais nous sommes demandeurs du dialogue. Et donc, dans cet élan de dialogue, nous faisons une proposition de leurs pratiques qu'ils font d'une manière unilatérale. En faisant démissionner le magistrat Nicolas Assoba de la Sénat à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'ils ont fait qui est mieux que la proposition du premier vice-président du parti? C'est testament ce qu'il a proposé qu'ils ont fait, mais pas dans un cadre de consensus. C'est qu'ils l'ont fait d'une manière unilatérale. Quand vous prenez, je vous ai pris tout à l'heure le cas du président d'un de leurs partis,
Mais il a quitté la tête de la Cour constitutionnelle. Il a démissionné de lui-même, certainement. C'est à la suite d'une discussion. Quand il a démissionné de lui-même, est-ce qu'il est retourné à l'université? Il a détourné de lui, il a démissionné de lui-même pour venir à la tête d'un parti politique dirigé par le chef de l'État, c'est-à-dire un parti politique influencé, pas dirigé. Le chef de l'État ne dirige aucun parti. Pas dirigé. Il a quitté la Cour constitutionnelle pour venir à la tête d'un parti politique influencé par le chef de l'État et soutenant les actions du chef de l'État. C'est une discussion politique, ça ne se fait pas au marché, ça se fait naturellement entre quatre murs. Donc c'est une négociation qu'il a fait démissionner. L'autre chose, quand vous parlez, je vous ai dit que les exemples sont légion. Prenez le cas de Madame Cécile Aoumenou, qui quitte une institution aussi importante que la Hague, mais pour prendre le chemin de l'Assemblée nationale. Donc c'est leur pratique. Ils ont l'habitude de faire ça. C'est pour cela que j'ai trouvé très pitoyable et très malheureux qu'ils puissent coller leur pratique aux autres. Parce que cette discussion, quand on est allé au niveau comment on appelle, de la présidence de la République, c'était pour discuter politique. Mais tout n'était pas perdu. Il y a des choses que vous avez gagnées. On va revenir sur les choses qui ont été gagnées. Mais acceptez que je puisse préciser que c'est de la malice, c'est de la méchanceté gratuite, c'est de la manipulation. Et quand vous faites ça... Vous êtes taxé de manipulateur, mais vous trouvez que ce sont les autres qui sont manipulateurs. J'ai bien envie de dire, c'est pas une affaire... J'ai bien envie de dire que c'est le voleur qui... C'est les manipulateurs qui ont été manipulés, voulez-vous dire? Non, parce que nous sommes dans une disposition de négociation. Je l'ai dit et j'insiste là-dessus. J'ai pris tout à l'heure le cas de M. Soulé Adam. J'ai pris le cas de Mme Cécile Aoumenou. J'ai pris le cas de M. Joseph Diombenou. Je peux vous prendre le cas encore de M. Dima Adolphe, avec qui s'est fait la 7e législature, qui était au niveau de la Sénat et qu'on a fait démissionner parce que la Sénat n'avait pas de femme et on a fait nommer Mme Davo. Mais c'est des choses qu'ils font, mais pas avec les autres. Or, en le faisant sans les autres, vous manipulez les institutions. C'est en le faisant sans les autres que vous manipulez les institutions. En le faisant avec les autres, ça s'appelle recherche de consensus. Mais en le faisant seul, ça s'appelle manipulation des institutions. Et le peuple subit d'une manière ou d'une autre. Bon, la belle preuve que depuis bientôt 8 ans, ils font subir à tout le peuple leurs désirs. Et je vais aussi dire les échecs. Et vous voulez emprunter le circuit là aussi? Non, j'ai bien dit du parti les démocrates. J'ai bien dit recherche de consensus. La recherche de consensus, c'est que c'est pas moi qui ai dit que le consensus a valeur. C'est pas moi qui ai dit que le consensus a valeur constitutionnelle. Cela voudrait dire que le consensus, dans une démocratie comme la nôtre, peut avoir des résultats qui sont autant approuvés que ce que dit la Constitution. Donc, c'est dans cette démarche que nous sommes. Et donc, il faut comprendre que dans cette démarche, on ne devait pas faire un reportage derrière les autres, les livrer comme si on veut forcément les détruire. Vous savez ce qui est méchant et ce qui est regrettable dans ces pratiques? Ce qui est regrettable dans ces pratiques, c'est que désormais, plus personne n'aura envie de parler avec vous. Désormais, plus personne n'aura confiance en vous. Parce que les gens se diront que vous n'êtes pas loyal, même dans le combat. Et je le dis, même la guerre a des règles. Même la guerre a des règles. On ne peut pas être déloyal sur toute la ligne. La mouvance présidentielle, le régime en place s'est montré déloyal face à l'opposition. C'est votre impression parce que... Non, c'est ce qui s'est passé. On a montré ce que les Ivoiriens disent, votre cul au peuple béninois, que vous semblez défendre. Absolument pas. Mais est-ce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des faits vérifiables? Le certificat de conformité, c'est nous qui l'avons inventé pour exclure toute l'opposition. Ça, c'est du passé. Mais c'est la manipulation, c'est ça qui est la manipulation. C'est ce passé qui nous poursuit. Vous allez permettre que je vous dise ceci. Quand on fait quelque chose, on pense que c'est passé. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces contemporains ont gardé. Et on ne dirige pas seulement que pour aujourd'hui. On dirige pour aujourd'hui et pour demain. Quelles sont les leçons, quelles sont les pratiques que nous sommes en train de laisser aux générations à venir? C'est ça ce qui me fait mal. Parce que quand je regarde leurs pratiques, quand je regarde leur manière de faire, quand je regarde leur manipulation, quand je regarde leur fausseté sur toute la ligne, je me pose la question de savoir, mais quelles sont les leçons, quelles sont les pratiques que nous sommes en train de léguer aux prochaines générations?
Moi, je suis de ceux qui pensent que en politique, il faut faire intervenir les valeurs. Je peux tirer comme conclusion que les pratiques que vous laissez, c'est le mot manipulation que vous apprenez à la jeunesse. Pas nous. Dans tous les cas. Pas nous. C'est pas nous qui avons fait sortir le certificat de conformité. C'est pas nous qui avons changé, qui avons demandé au président de la Cour constitutionnelle de démissionner, de prendre la tête d'un parti politique. C'est pas nous qui avons déplacé M. Adam Soulé. C'est pas nous qui avons déplacé Mme Cécile Aoumenou. C'est pas nous qui avons déplacé M. Dima Adolphe. C'est pas nous, c'est eux. Et donc, il faudrait avoir le courage de leur dire, en faisant ces pratiques, ils vont décourager le dialogue. Et en décourageant le dialogue, on bat mal le pays. Que dire de l'audit accepté par le gouvernement par rapport à tout ce que vous auriez souhaité au sujet des élections à venir? Sur la base de ce que je viens de vous dire maintenant, sur la base de tout ce que ce régime nous a montré depuis 7 à 8 ans, il faut comprendre que aucune parole de ce régime ne doit être acceptée comme une parole d'évangile. Parce que quand les gens de ce régime vous saluent, vous serrent la main, dès qu'ils vous lâchent la main, comptez vos doigts pour savoir si vos doigts sont encore, si vous avez encore 5 doigts. Parce que ce régime nous montre que, au fur et à mesure que les jours passent, qu'il est très peu crédible. Et c'est regrettable. C'est regrettable parce que on peut commencer avec beaucoup de dureté. On peut commencer la gestion, sa gouvernance, avec beaucoup de dureté, avec beaucoup de force, avec moins de flexibilité. Mais quand on va vers la fin de son mandat, il faut ouvrir les vannes, voulez-vous dire? Non, il faut être flexible. Il faut être plus démocrate. Il faut être plus attaché aux valeurs. Il faut être flexible. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que voilà ce que je voudrais que les générations prochaines gardent de moi, retiennent de moi. Je voudrais que les générations prochaines gardent de moi quelqu'un, quand il parle, il le fait. Quelqu'un, quand il invite les autres, il les respecte. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la délégation du Parti Les Démocrates, il y avait un ancien président de la République qui, à son tour, a respecté l'autre. L'ancien président de la République était dans une posture de président de parti politique. Mais il est amalgame. L'ancien président de la République est aujourd'hui président de parti politique. Même dans le reportage truqué qu'ils ont fait, regardez sa posture. Il est resté très respectueux de la fonction. Il est resté très respectueux de la République. Mais face à notre délégation, on a vu beaucoup de condescendance. Voulez-vous dire que l'audit, ça ne vous intéresse plus? Non, c'est ce que je tentais de vous expliquer tout à l'heure. Avec ces pratiques, nous devons pouvoir continuer les discussions afin que ce qui a été promis puisse être fait. Parce que nous n'allons pas nous laisser décourager. Même, vous y croyez tout de même? Non, nous continuons de croire et nous restons très attachés au fait que ce qui nous a conduit ce jour au palais de la présidence, ce sont les valeurs, c'est l'attachement aux valeurs républicaines, c'est notre attachement aux valeurs républicaines, c'est aussi le fait que nous continuons de croire que ce qui peut aider ce pays, alors que depuis 8 ans on a connu beaucoup de dureté, beaucoup de force, ce qui peut aider ce pays, c'est le dialogue. C'est le dialogue, ce n'est donc pas la flamme. Non, brûler. Vous savez, je ne voudrais pas rentrer dans ces polémiques parce que je trouve même que c'est des polémiques qui n'honorent pas notre pays. Vous savez, à ce niveau de la fonction, on ne peut pas dire de pareilles choses parce que les logos sont très expressifs. Et je le dis souvent quand je vais en formation avec les jeunes. Je dis souvent aux jeunes, le couteau, il est fait pour cuisiner. Mais quand il est là, entre les mains d'un bon cuisinier, vous aurez un excellent repas. Mais quand le couteau se retrouve entre les mains d'un assassin, vous aurez un impitoyable criminel. La flamme de l'espoir se retrouve entre les mains d'un homme de paix. La flamme de l'espoir se retrouve entre les mains d'un homme attaché aux valeurs républicaines. Et cette flamme qui se retrouve entre les mains d'un homme de paix, d'un homme attaché aux valeurs, ne peut qu'éclairer. Elle ne peut qu'apporter le bonheur. Elle ne peut qu'apporter le salut. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Laissons toute autre considération. L'homme le plus populaire en République du Bénin aujourd'hui, vous le connaissez. Quand on a dirigé le pays et que on est resté très humain, quand on a dirigé le pays et qu'on est resté très sociable, quand on a dirigé le pays pendant 10 ans et que on est resté très sensible, on n'a pas été dénaturé par la fonction, on continue de garder son humanisme, on ne peut
que garder une flamme de l'espoir et de bonheur. Voilà. Et donc, nous, notre flamme aujourd'hui, c'est une flamme de bonheur. Vous voulez dire que le président Boni Yayi garde une flamme de bonheur à travers le parti Les Démocrates pour avoir dirigé le pays pendant 10 ans, justement. Eh bien, l'audit, vous l'acceptez, mais vous êtes prudent. Eh bien, et l'autre chose que vous n'avez pas pu obtenir, c'est concernant la grâce de certains hommes politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de cet instant? Est-ce qu'il faut revoir la démarche de négociation? Quand vous posez cette question, je voudrais présenter mes excuses à vos auditeurs qui ne sont pas chrétiens. Je respecte leur religion et leur foi. Mais toutes les fois qu'on me pose cette question, cela me ramène à une des paraboles de Jésus-Christ, parce que je suis chrétien. Et cette parabole dit que un homme devait à un roi. Et cet homme, alors qu'il devait à un roi, n'avait pas les moyens pour payer sa créance, pour retourner sa dette. Alors, le roi a dit, mais cet homme me doit beaucoup d'argent, mais je constate qu'il n'a pas les moyens de me payer ce qu'il me doit. Mais je suis roi, moi-même j'ai beaucoup d'argent. Alors, appelez-le-moi. On l'amène au roi, et le roi dit, je t'absous de ta dette. Je t'efface ta dette. Ne paye pas ta dette. Et ce qu'il devait au roi, c'était beaucoup de millions. Et il est très content, il est joyeux, il remercie le roi. Mais en sortant du palais, cet homme à qui le roi vient de pardonner et d'effacer la dette rencontre quelqu'un d'autre qui lui devait. Mais cette personne lui devait une somme qui ne valait même pas le 1/100 de ce que lui devait au roi. Et il attrape le monsieur par les collets. Il dit, toi, tu me dois depuis des mois, tu ne veux pas même payer ma dette. Donne-moi ma dette. Le gars dit, mais je n'ai pas l'argent pour payer. Il dit, tu paieras cette dette, sinon je ne te laisserai pas partir. Le gars dit, mais pardon, je te supplie, accorde-moi encore quelques mois, je te trouverai les sous que je te dois. Il dit, je ne te laisserai pas partir, tant que tu ne me donnes pas les sous que tu me dois. Et il a martyrisé celui qui lui devait de l'argent. Mais les bruits sont parvenus aux oreilles du roi. Et le roi dit, mais n'est-ce pas celui à qui j'ai pardonné? Mais comment peut-il se comporter ainsi envers quelqu'un qui lui doit moins? La suite de l'histoire, je vous invite à lire votre Bible. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Je voudrais dire que, vous savez, nous ne sommes que des humains. Aujourd'hui, le régime en place détient des personnes accusées avec des chefs d'accusation que nous continuons de dire que c'est pour des raisons politiques, avec raison d'ailleurs, que c'est pour des raisons politiques. Mais nous ne pensons pas, ou moi je ne pensais pas, qu'à une rencontre aussi importante que celle que le président de la République a eue avec la délégation du parti Les Démocrates, que le président de la République puisse se laisser aller autant. Il s'est laissé aller. Une fois de plus, je pense que ça manquait de retenue, une fois de plus. Parce que parler jusqu'à dire qu'accorder le pardon parfois peut s'avérer être une faute en politique, je trouve que c'est aller un peu loin. Donc tout pardon est nécessaire en politique. Donc vous savez, j'ai pris l'exemple de ce monsieur qui devait au roi et à qui le roi a effacé sa dette. Vous savez, donnez beaucoup aux autres quand la vie vous a donné beaucoup. Donnez beaucoup aux autres quand la vie vous a donné beaucoup. Et je le dis parce que nous sommes des humains. Et vous savez, nous n'avons pas la maîtrise de ce qui n'appartient pas aujourd'hui. Ça, c'est le chrétien qui parle, ce n'est pas la République. C'est le chrétien, c'est aussi l'humain. Vous savez que dans le domaine politique ou dans le domaine social, ceux qui ne veulent pas reverser leurs émotions ou leurs raisonnements sur la foi, reversent au moins cela sur l'humanisme. Ils reversent, c'est-à-dire, quand quelqu'un ne veut pas, on dit non, on est en politique, si on n'est pas en religion, même ceux qui sont en politique, quand ils veulent faire intervenir le bien, le bon sens, le pardon, la pitié, ils vont sur le chemin de l'humanisme. Donc, je pense qu'on ne peut pas se laisser dénaturer. Mais tout n'est pas perdu. Non, tout n'est pas. Non, moi, je continue de croire que tout n'est pas perdu. Parce que à cette séance de travail, je continue de croire que la souffrance dont souffre le professeur Joël Aïvo, la souffrance dont souffre la ministre Rekat Madougou, la souffrance dont souffre un jeune comme Thibaut Ogou, que je connais bien, la souffrance dont souffrent tous ces étudiants, sans parler de ces exilés. Notre démarche au niveau du parti Les Démocrates, c'est que cela puisse s'arrêter. Les 10 exilés politiques sont déjà en fuite. Non, personne ne les a renvoyés. Les pratiques auxquelles on assiste avec ce régime
c'est pas des pratiques nouvelles en politique. Mais vous parlez simplement au Bénin. Personne ne vous a jamais inquiété. Non, mais c'est ce que je vous dis. Les pratiques, non. Je ne voudrais pas revenir, je ne voudrais pas ramener la question à ma petite personne parce que j'ai aussi mon expérience avec ce régime. Souvenez-vous qu'en 2019... Vous n'avez pas vu le pays quand même. En 2019... Comme vous ne vous reprochez rien. En 2019, j'ai été victime de l'exclusion collective. Mais en 2023, j'ai été victime de l'exclusion ciblée. Même ce que je suis en train de dire dans votre studio aujourd'hui. Les gens continuent de dire, ah, tu continues de parler avec ce qu'on t'a fait en 2023. En 2026 encore, ils vont t'exclure. Mais est-ce que c'est comme ça devait être en politique? Est-ce que c'est comme ça devait être en démocratie? Quand vous-même, en amont, vous avez bénéficié de beaucoup de largesse. Quand vous-même, en amont, vous avez bénéficié de la compassion des autres. Ça ne devait pas fonctionner ici en politique. Moi, je continue de croire que ni le pouvoir, ni la politique, ni les honneurs, ni la richesse ne doivent nous dénaturer. Nous sommes des humains, avant tout. Nous sommes des humains avant de rentrer en politique. Et je continue de croire que nous devons pouvoir garder un peu la tête sur les épaules. Parce que ça finit toujours pas fini. Ça finit toujours pas fini. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Que ce soit ceux qui sont en exil, ou que ce soit ceux qui sont en prison, le Bénin se porterait mieux s'ils sont de retour, et le Bénin se porterait mieux s'ils sont libérés. N'est-il pas temps pour que le parti Les Démocrates change de stratégie de négociation par rapport à ces personnes dont on parle, qui ont besoin de se retrouver libres? Quelle est la stratégie que nous appliquons? Au lieu de faire du qui n'est pas la bonne. Le syndicalisme à tout vent, dans les rues, partout, n'importe où, vous criez, bien sûr, comme des syndicalistes. Comment... Non, monsieur Dossou, d'abord, nous ne faisons pas du syndicalisme autour de la question, mais l'autre chose, c'est que vous devez pouvoir comprendre que l'être humain est un être insatiable. Si nous ne parlons pas, si nous ne nous battons pas, si nous ne militons pas pour que nos camarades soient de retour au pays, si nous ne nous battons pas pour que nos camarades soient libérés, c'est encore nos mêmes compatriotes qui diront plutôt, non mais écoutez, ils sont aux frais du prince et ils oublient les autres. Mais même quand, ça veut dire, quelle que soit l'action que vous poserez, vous serez critiqué. Soyez en phase avec votre foi, soyez en phase avec votre conscience, soyez en phase avec les valeurs de la République. Alors dites-nous, l'autre chose qui va nous intéresser, Dr Guy Mitokwe, c'est la guéguerre qui est née entre le Parti Les Démocrates et FCBE au lendemain de cette rencontre. Où vous avez pu dire à travers le président Boniaï que FCBE n'est pas un parti de l'opposition devant le chef de l'État. Non, je crois que les Béninois, vous savez, la majorité dans notre pays est silencieuse. Mais la majorité dans notre pays observe. Personne ne peut tromper personne. Les FCBE originels, les FCBE qui ont perdu l'élection face les FCBE qui avaient pour candidat Lionel Zissou, qui ont perdu l'élection face au candidat Patrice Talon, ces FCBE, au lendemain des élections, sont devenus le principal parti d'opposition et après les élections. Mais dans la suite des événements, avec l'avènement de l'exclusion et des manipulations, les FCBE, ceux que vous appelez FCBE actuellement, ne sont pas les FCBE originels. Parce qu'ils n'insultent pas le chef de l'État, comme il l'a dit. Permettez que je continue. Ils ne sont pas les FCBE originels. Et comme je dis, c'est pas parce que la majorité est silencieuse que nous allons prendre tout le peuple béninois pour un peuple de nigo ou un peuple qui ne comprend rien. Ce qui s'est passé en 2019 avec un certain nombre de responsables de ce parti et le parti a été arraché à ses personnalités les plus influentes et à ses personnalités les plus légitimes, ce qui s'est passé loge directement ce parti désormais dans le camp de ceux qui travaillent avec le régime. Mais pourquoi vous cherchez à négocier avec FCBE? Si vous permettez que je continue, vous allez mieux me comprendre et nos auditeurs seront mieux édifiés. Allez-y. Et donc, ça c'est ce qui s'est passé au lendemain de la manipulation. Ce qui s'est passé au lendemain de la manipulation, c'est que ce FCBE qui avait porté la candidature de M. Lionel Zissou n'est plus le même que celui d'aujourd'hui. Il porte le même logo, il porte le même nom, mais c'est plus le même FCBE. C'est plus le même FCBE. Et donc si c'est plus le même FCBE, ce qui explique que ce ne soit plus le même FCBE, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et ça fait du coup de ce parti politique, de ce regroupement politique, un regroupement très proche de la mouvance du pouvoir. Parce que le pouvoir l'a utilisé à un moment donné pour travailler. Quand j'ai fini de dire ça,
Vous allez permettre que je réponde maintenant à votre autre question qui dit, mais si c'est le cas, pourquoi vous vous êtes rapproché d'eux? Le débat qui se pose, c'est que au niveau du conseil électoral, c'est-à-dire la mise sur pied de la Sénat, vous savez que désormais, avec leur modification au cours de la 8e législature, de la législative dite 8e, ce qui s'est passé, c'est que la Sénat désormais est composée de 2 instances. Il y a le conseil électoral et il y a la direction générale des élections. Et donc, le conseil électoral désormais est composé de 5 membres. Un représentant de la majorité présidentielle, un représentant de la minorité présidentielle, un représentant du chef de file de l'opposition, un représentant des magistrats, je crois. Mais ils savaient ici que la minorité parlementaire aujourd'hui, c'est le parti Les Démocrates. Ils savaient aujourd'hui que le chef de file de l'opposition aujourd'hui, c'est le parti Les Démocrates. C'est Éric Oundete. C'est au niveau du parti Les Démocrates. Et donc, ni le chef de file de l'opposition n'a désigné quelqu'un, ni la minorité parlementaire représentée par le parti Les Démocrates n'a désigné quelqu'un. Mais en se logeant dans la dynamique qu'ils ont imposée eux-mêmes, en faisant sortir un monsieur comme Adolphe Diman et en faisant introduire une dame comme Madame Dabo, alors que le mandat n'était pas encore terminé, le mandat de 5 ans n'était pas encore terminé, ils nous laissent comprendre que cela est possible. C'est ça ce que vous devez pouvoir comprendre. C'est pas nous qui avons commencé à manipuler les institutions. Oui, la négociation avec la FCBE. Suivez bien ce que je dis. Ce que je dis, on peut prouver cela. Ce que je dis là, on peut vérifier cela. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Ce que je dis, on peut vérifier cela. Là, le conseil électoral est installé pour un mandat de 5 ans. Ça veut dire que ceux qui sont là, même si dans le cas du conseil électoral, la loi ne spécifie pas qu'ils sont inamovibles. Parce que, en droit, on dit tout ce qui n'a pas été dit est autorisé. Donc, le conseil, dans les membres du conseil électoral, la loi ne précise pas que les 5 membres sont inamovibles. La loi dit que les 5 membres ont un mandat de 5 ans non renouvelable. Par contre, dans le cas de la Cour constitutionnelle, la loi dit que les 7 sages sont là pour un mandat de 5 ans non renouvelable, mais inamovible. Ça veut dire qu'on ne peut pas les bouger. Non seulement à ce niveau, le régime a montré qu'on peut bouger, qu'on peut les bouger, mais au niveau du conseil électoral, le régime nous a montré, en déplaçant M. Dima Adolphe, en remplaçant M. Dima Adolphe par Mme Dabo, le régime nous a montré que même si sa loi dit que c'est pour un mandat de 5 ans, on peut déplacer les gens. Mais c'est dans cet esprit que vous devez rester. Et du coup, vous êtes allé vers la FCBE, pourquoi? C'est que si vous suivez bien mon raisonnement, M. Dossou, vous comprendrez que je suis dans une logique, quand elle est interrompue, elle risque d'être mal comprise. Parce que, je reprécise, aujourd'hui, à travers la composition de la Sénat? Non, oui, du conseil électoral, la minorité parlementaire représentée par le parti Les Démocrates n'a aucun membre dedans. Vous êtes venu en 2023. C'est pour cela que je dis, suivez très bien mon raisonnement. La minorité parlementaire est représentée par le BR, qui est de la majorité présidentielle. C'est eux qui ont représenté la minorité dans la Sénat. Maintenant, la seule personne que leur opposition a envoyée en son temps, c'est le représentant du chef de file de l'opposition. Mais ce représentant du chef de file de l'opposition est envoyé par M. Hunkwe. FCBE. Et donc les démocrates n'ont ni le représentant de la minorité qui a été proposé par le BR, ni le représentant du chef de file de l'opposition. Et donc, je vois un peu que nous sommes, pratiquement au terme. Donc je finis rapidement en vous disant, il n'y a pas de polémique. Peut-être que j'aurai encore l'occasion de revenir dans vos studios pour donner plus de clarification à notre peuple, mais je voudrais vous dire que au niveau du Parti Les Démocrates, nous sommes pour le dialogue. Merci à vous, honorable Guy Mitokwe, d'être passé sur cette émission. Questions actuelles. La mise en onde est assurée par Serge Yvon Kenha. Réalisation et animation, Lucien Dossou. Jérôme Carlos, notre guide intellectuel depuis son observatoire, nous conduit jusqu'au bout. Fatiwa Hoyon assure la partie technique. Questions actuelles. Questions actuelles. Le débat politique, économique et social sur 4FM.